Vous êtes mariée en 48, vous êtes mariée Oui, quand? nous nous sommes mariés beaucoup plus tard, en 57. On était toujours très lents, tout ce qu'on faisait, on ne faisait pas vite. Mais on s'est mariés, enfin on était déjà ensemble avant, mais on s'est mariés en 57, et le dernier jour de l'année, le 31 décembre, parce qu'il me manquait un papier de la OFRA. J'étais considérée comme réfugiée sous protection française, parce que je suis restée apatride. Mais il y avait les Polonais voulaient, vivant de mon père, qu'on redevienne polonais. Et mon père a répondu, pendant la guerre, quand ça aurait pu nous trouver la vie, vous nous avez enlevé la nationalité, maintenant je n'ai pas besoin de votre nationalité, je suis apatride, je le reste. Et donc nous sommes restés tous apatrides. Et quand j'ai connu mon mari, évidemment, je suis devenue française par mariage. Et nous sommes mariés parce qu'il nous manque justement un papier qu'on a reçu au dernier moment et qu'on a dit, on s'est mariés en 57 et c'était le 31 décembre. Et c'est là qu'on s'est mariés, on était très heureux, je veux dire, je sentais toujours en lui une terrible tristesse. Et je crois que je vous ai raconté les faits que quand il partait en voyage, je voyais toujours son portefeuille tellement bourré, et je lui ai demandé une fois qu'est-ce que tu as dans ce portefeuille, puisque je savais que c'était malheureusement pas d'argent. Alors il m'a dit qu'il a toutes les lettres de sa famille avec lui, que quand il se faisait un déplacement à l'étranger ou quand il partait, il avait toujours toutes les lettres de sa famille disparues sur lui. Alors j'ai compris tout de suite qu'il est vraiment inconsolable et qu'il ne pouvait pas se défaire de cette idée. Mais ça ne nous a pas empêché de vouloir des enfants. Évidemment, le contraire, il était tout de suite tout à fait, on était tout à fait d'accord là-dessus. Donc vous avez eu des enfants? Oui, j'ai deux filles. Qui s'appellent? L'aînée s'appelle Suzanne Amélie, justement après sa famille disparue, et la deuxième s'appelle Béatrice. Ça, c'est un nom qu'on a encore ajouté des noms parce qu'on croyait, on espérait que ça soit un garçon. On lui a ajouté encore Morissette après mon père et Isidora après le père à lui. Elle a encore ces deux noms en plus, mais enfin on l'appelle Béatrice. Et ils ont fait toute leur scolarité ici à Nice. Et après, on est venu assez vite dans cet appartement ici, parce qu'on avait un petit appartement où c'était très difficile, parce que lui, il travaillait quand même à la maison. Il était dans sa chambre avec le piano, et moi, j'étais avec les gosses, c'était pas facile toujours. Tandis qu'ici, ils avaient leur chambre à eux. On était d'abord dans un tout petit appartement avant de venir ici. En fait, ils ont grandi ici, on peut dire, dans l'appartement où je suis encore actuellement, que ce moment est évidemment beaucoup plus peuplé que maintenant que je suis toute seule, que c'est plus pareil. Et même si ils se produisent, ces pièces, ces opérettes n'étaient pas produites, est-ce qu'il continuait de travailler comme musicien? Toujours. Ah, ça, il n'a pas arrêté, il était toujours au piano. Il faut encore dire que ce qu'il a fait aussi, entre-temps, il a fait quand même son doctorat. Il a fait son doctorat avec des musicologies, avec un thème sur un compositeur, Scriabine, et il a fait ça avec le président de son jury était Vladimir Yankelevitch. Qui était professeur à la Sorbonne. C'était pas à Nice, c'était à Sorbonne qu'il a fait. Il a eu félicitations du jury, mention très honorable, et ça lui a beaucoup, ça lui a plu, ça lui a fait quand même une satisfaction. Il était content. Tout, on n'a jamais pu réaliser quelque chose avec, parce qu'il aurait pu enseigner, évidemment, mais il ne se sentait pas, il voulait pas être. D'abord, une chose que je dois dire, il était toujours extrêmement solitaire. On était toujours seuls, pas d'amis, pas beaucoup. C'est encore les gosses qui portaient la gaieté à la maison, évidemment, mais on vivait toujours à part, seul, avec son travail. Parce qu'il faisait en même temps la musique et aussi les librettis. C'est lui-même qui les produisait, qui s'est débrouillé, parce qu'il faut d'habitude des collaborateurs. Il aurait pu encore avoir des collaborateurs, parce qu'il était resté en relation avec des personnes de Paris,
mari, mais ils ne s'entendaient pas. Enfin, comme je dis, il était vraiment son propre ennemi. Il s'est coupé les branches sur lesquelles il était assis au lieu d'arrondir les choses. Ça n'a pas marché. Il travaillait seul, mais il était toujours très, très productif, point de vue travail. Et il gagnait sa vie avec sa musique? Oui, il gagnait quand même sa vie avec la musique, mais difficilement. Et c'était des fois des choses pas importantes, les choses qui sont vraiment bien et qui auraient dû être jouées, il les a pas réalisées, et qu'ils n'étaient pas représentés, ce qui est terriblement dommage, que je me sens la responsabilité d'absolument les faire. Enfin, faire fructifier ces travaux, ça c'est pour moi une question d'une importance énorme. Et si je peux vous poser cette question, quels sont vos rapports actuellement avec votre judaïsme? Oui, je suis assez superficielle, en fait. Évidemment, je suis très sensible à tout ce qui se passe en Israël, en premier lieu. Et j'ai gardé un peu je vais pour les grandes fêtes à la synagogue, et je vais aussi pour la fête, c'est-à-dire pour les prières pour les morts. Là, je vais toujours, parce que ça, déjà, en souvenir aussi de ses parents, parce que personne ne dit plus ses prières pour les parents à lui et sa frère et sœur. Alors, ça c'est à peu près. Et puis, on plante toujours des arbres à la Kayemet aussi en leur nom. Ça, je fais 2 fois par année. Une fois quand c'est les grandes fêtes en automne, là, les Nouvel An, Yom Kippour, et en printemps quand c'est la Pâque juive. Ça, j'ai gardé cette habitude parce qu'on les faisait du vivant de mon mari. J'ai continué aussi de les faire maintenant, comme ça, en souvenir de sa famille. Et c'est à peu près les uniques contacts que j'ai gardés avec la religion, parce que moi-même, mon Dieu, non, c'est plutôt des fois que je suis invitée chez Hilda Kudler pour les 2 soirées de la fête de Pâques des Juifs, où on fait une soirée où on a d'habitude d'inviter, où elle fait tout ça. Alors c'est à peu près l'unique chose que j'ai fait en dehors d'aller à la synagogue pour les grandes fêtes des Nouvel An et de Yom Kippour. Et c'est jeune Yom Kippour, je crois que c'est l'unique chose que je fais encore. Vous avez parlé beaucoup de votre expérience pendant la guerre, ou votre mari, est-ce qu'il a parlé avec vos enfants? À moi, non. Avec les enfants, très peu. Justement, il racontait ces faits où il était au piano devant les soldats allemands. C'est à peu près l'unique chose. Ça, il a raconté aussi à table, des fois, comme ça. C'est à peu près l'unique chose. Autrement, il parlait très peu des choses. Malheureusement, ce que je regrette, ça m'aurait beaucoup aidé de sa musique aussi, s'il aurait parlé avec les enfants. Il n'a ni parlé des affaires de guerre, ni de ce qu'il a vécu pendant la guerre, ni non plus de ses travaux. C'est que ça m'aurait arrangé, moi, parce qu'ils auraient pu m'aider davantage. Ils ne sont pas au courant, moi je suis au courant, parce que moi il m'appelait tout le temps. Il était en train de travailler à une mélodie, il me disait viens 1 minute, j'éteignais vite tout dans la cuisine parce que les minutes étaient extensibles. Et j'arrivais vite au piano, il me montrait tout ce qu'il avait fait, les changements, ajouter l'harmonie, tout ça. Ça avec moi toujours, et enfin il m'expliquait tout, et j'ai copié aussi à la machine ces libretti qu'il a écrits en français et en allemand. Et quand il avait fini de faire en français, il les a traduits en allemand. Quand il a fini de faire traduire en allemand, il les a de nouveau retraduits en français. Enfin, et puis différents, pas toujours les mêmes. Enfin, pour ça j'ai toujours collaboré avec lui. Avec les enfants, il voulait les garder, il faisait les pédagogues, qui apprennent bien à l'école, qui travaillent bien, et voilà, et qui ont une vie assez insouciante, relativement, ils ont quand même senti qu'ils n'avaient pas les parents comme des autres, qu'ils étaient beaucoup plus gays, je pense, et surtout davantage du monde qui venait. Chez nous, il y avait très peu de monde qui venait, parce que mon mari, toujours, il aimait être seul, parce que ça les sortait de ses travaux quand il y avait des visites. Après, il avait du mal de se reprendre et il voulait être le plus possible. Mais moi, quand je rentrais avec les gosses, des fois, il était dans sa chambre à piano. Je disais, est-ce qu'on ne te dérange pas avec notre bruit, parce qu'ils étaient quand même très vivants et très gais. Alors, il disait, non, vous faites mon fond sonore.
Et vous, est-ce que vous avez parlé à vos enfants à propos de ce que vous avez parlé? Oui, beaucoup plus. Ils étaient beaucoup plus au courant que j'étais cachée, que j'ai passé par la montagne. Et encore aussi beaucoup de... Oui, de mon côté beaucoup plus. J'ai communiqué beaucoup avec eux. Et ils savaient beaucoup de choses sur les camps suisses, toutes les choses que je faisais, on fait les choses défendues, tout ça. Ça ils connaissaient assez, ils savaient quand même ce qui s'est passé. Et pourquoi vous avez décidé de témoigner aujourd'hui? Ça, j'ai essayé de témoigner, c'était surtout au nom pour les parents de mon mari, Isidore Baer, Amélie Baer et Suzanne Baer, sa jeune sœur, qui avaient été victimes de la Shoah. Et je voulais surtout pas qu'ils soient oubliés. Et je voulais qu'on continue un témoignage pour eux, pour qu'ils survivent dans notre pensée et dans notre cœur. Voilà. Est-ce que vous aimeriez appeler oui, volontiers. Oui, voilà. Oui. La voilà. Justement, c'est elle, c'est Suzanne qui s'appelle après sa grand-mère et sa tante. C'est elle on ne savait pas qu'on aura un deuxième enfant. On lui a tout de suite donné les deux noms de la famille de mon mari. C'était évident, ça c'était sous-entendu, on les savait tout de suite. Hein. Et maintenant, c'est une grande amie. Alors, on va voir la photo de votre autre fille tout à l'heure. Oui. Je vous demande, avant qu'on voit la photo, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez ajouter, des choses que vous n'avez pas dit? Non, je crois qu'on a fait un tour complet. Je suis contente et je vous remercie beaucoup pour toute l'attention que vous avez bien voulu accorder à tout cet entretien qui était quand même assez complet. C'est moi qui vous remercie pour votre témoignage. Oui. Voilà la photo de mon père, jeune homme, chez lui à la maison, avec ses frères et son père qui était rabbin. Voilà la photo de mon père en prière, chez Israël Königsberg, qui avait les salles de prière et les livres de prière ouverts devant lui, encore à Munich. C'est encore une photo qui était prise à Munich avant l'émigration. Voilà la photo de mes parents, mon père et ma mère, encore jeunes mariés. Tout ça, ça s'est passé évidemment avant l'émigration en Allemagne, où ils étaient très heureux. Allez-y. Voilà une photo de ma famille qui était prise en Italie, à Meran, juste avant que nous devions partir. Et c'était ma mère, mon père, mon frère aîné. Et après, c'était ma sœur, moi et ma petite sœur. Voilà. Juste avant de partir illégalement en France. Voilà la famille de mon mari. Il y a d'abord les pères avec Isidore Baer, Suzanne Baer, sa sœur, et Joachim Baer, son frère, lui-même, mon mari, Joseph Baer, et sa mère, Amélie Baer. Il y a juste son frère et lui qui ont survécu, les parents et la jeune sœur qui sont morts victimes de l'Holocauste. Voilà, c'est une photo de moi quand j'avais 15 ans, ici à Nice, juste au commencement de la guerre, qu'on a pris chez des amis. Voilà, c'est tout. Et on y va, ça tourne. Ok. Oui. Allez-y. Voilà une photo de mon mari et moi sur la rue, en train de se promener, toutes gaiement, toutes les deux. Okay. C'est bon? Voilà une photo avec mes deux enfants, encore toutes jeunes, en vacances à Saint-Dalmas, où on est resté pendant les mois d'été. Voilà ma fille mariée en Amérique, elle est chanteuse, et s'est mariée avec un très gentil Américain qui s'appelle John Roberts, et qui sont très heureux ensemble. On peut y aller. Voilà une carte postale que mon mari a reçue de sa famille encore avant que la correspondance s'est arrêtée. C'est une carte postale qui date déjà du moment où ils étaient dans un ghetto à Lemberg
Et je tiens à cœur que cette carte soit mentionnée parce que c'est justement ces cartes postales que mon mari amenait toujours avec lui et qu'il y tenait tellement. Et je vais vous lire un petit passage de ce qui était écrit dessus, que j'ai traduit en français parce qu'en vérité, ils ont correspondu en allemand, en faisant semblant d'être que des amis. Alors là, il continue. Je crois savoir que tu veux tout faire pour nous. De cela, j'en suis persuadée, car tu es le Seligertraum, ça veut dire traduction, mon rêve bienheureux, titre de la chanson de mon mari tant applaudi dans l'œuvre de Prince von Shiraz. Voilà la suite. Je t'ai pris d'agir comme je te l'ai écrit, autrement tu ne me rends pas service. Les paquets que tu nous as annoncés ne sont pas arrivés. Leur contenu est moitié vide. L'argent n'arrive pas non plus. Nous avons reçu une carte à toi par l'intermédiaire de l'éditeur suisse Kantorowicz. Et je vous embrasse de tout cœur, votre Isidore. Et après, c'est encore sa sœur qui ajoute aussi. Et là, il y a sa sœur qui écrit et sa mère. Sa sœur qui écrit: chaque nouvelle de toi me procure un grand bonheur. Écris-nous plus souvent. Je t'envoie des bisous et je t'embrasse de tout mon cœur, Suzanne. Et puis ça, c'est la mère. La mère est justement de ces côtés qu'on peut voir. La mère, ta carte d'hier m'a fait un plaisir immense. Je suis heureuse que nous avons de la chance d'avoir des amis si fidèles qui font tant de sacrifices pour nous. Pourquoi Joachim n'écrive pas? Je vous écris bientôt à nouveau pour vous communiquer comment nous allons. Voilà. Je vous embrasse. Allez-y. Ah oui, voilà une photo une affiche de mon mari qui était prise à Zurich, où il a été à l'Opéra de Zurich, où était représenté son premier ouvrage qu'il a fait en 1934. Qui a eu énormément de succès, qui a été joué partout. Prince von Shiraz. Ok. Allez-y. Voilà une affiche, une représentation à Vienne, au théâtre an der Wien, un des plus grands théâtres de Vienne, où il était joué avec beaucoup de succès, et où il y avait aussi son collaborateur très aimé, qui après était arrêté et était déporté à Buchenwald, où il s'est suicidé. Okay. Plutôt. Voilà une photo de mon mari prise où ils étudient avec un chef d'orchestre de l'Opéra de Zurich et la partition. C'était une photo qui a dû être prise autour de 1937, je pense, de son œuvre de Polnische Hochzeit. Et le chef d'orchestre s'appelle Victor Reinsagen, c'est lui qui a dirigé l'œuvre de mon mari, qui était un très bon chef d'orchestre de l'Opéra de Zurich. Et maintenant, la prochaine photo qu'on va montrer, on va en même temps mettre la musique de mon mari, chantée par Béatrice, ma fille, qui est chanteuse, pour accompagner la dernière photo de mon mari.